Mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Actu de ce lundi 15 avril, le tout premier numéro de la semaine. Nous sommes très heureux de décrypter les grandes questions d'actualité qui sont marquées par la formation du prochain gouvernement. La première ministre Judith Toulouse-Kassoumouina continue les consultations. Elle a reçu d'abord le membre du présidium de l'Union Sacrée et elle a entamé cette fois-ci les consultations avec les regroupements politiques qui forment l'Union Sacrée, plateforme au pouvoir qui porte la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. La première ministre s'est fixé un délai de plus ou moins 10 jours pour terminer ces consultations afin de dévoiler son équipe gouvernementale. On va aussi faire le point sur ce qui est arrivé plutôt au cardinal Fridolin Ambongo qui s'est rendu à Rome et il a été interdit d'accéder au salon VIP de l'aéroport international d'Ndjili. Plusieurs communiqués d'indignation ont été dévoilés, notamment l'archidiocèse de Kinshasa. Des personnalités politiques, des acteurs de la société civile et des mouvements citoyens ont tous haussé les tons contre le traitement dégradant infligé au cardinal. On va aussi faire le point sur la ville de Kinshasa qui n'a pratiquement plus de routes. Les embouteillages sont de plus en plus fréquents, il est difficile de circuler. On va tenter d'aborder cette question, mais aussi l'élection des gouverneurs et des sénateurs qui sont annoncées dans les prochains jours. Les élections des gouverneurs, allais-je dire. Je reçois sur ce plateau le président du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons, le BAT en sigle. Il s'agit de monsieur Alain Bolodjoa Ibola. Bienvenue. Merci à vous, bonne journée à vous, bonne journée à tout le monde. Très bien habillé. L'opposition devient de plus en plus bourgeoise. Non, mais il y a une opposition intelligente. Non, mais ne vous en faites pas. À l'époque où ceux qui sont au pouvoir étaient dans l'opposition, ils faisaient des navettes, Belgique, Kinshasa, bien qu'ils vivaient grâce au salaire de leurs femmes. Quelques-uns seulement, pas tout le monde. Bien qu'ils vivaient grâce au salaire de leurs femmes. Tous les opposants qui vont séjourner en Europe, ça sent quand même qu'il y a, non, mais il y a des avancées au pays. L'essentiel de ceux qui faisaient l'opposition avaient la possibilité de voyager. Okay. Il n'y avait qu'un seul qui vivait grâce au salaire de sa femme, mais pour les restes, ils s'organisaient. Comment se portent les Lèvons-nous et Bâtissons? Assez bien, on se bat, bien que avec beaucoup de contraintes, mais ça va. L'opposition est essoufflée selon une certaine opinion. Le pouvoir et la société civile aussi. Comment ça? Les pouvoirs se portent bien. Sentez-vous vraiment que le pays est dirigé? Le pays n'est pas dirigé. Et la société civile, on ne la sent plus. C'est justement parce que les gens se sont accommodés à la conjoncture. Et nous nous efforçons à nous démarquer. La ville de Kinshasa, pratiquement plus rien ne marche. Hein. Voilà, l'une des raisons en fait pour dire que le pouvoir n'existe plus. Il n'y a plus de routes, les embouteillages, l'insalubrité, l'eau, l'électricité, pratiquement un problème. Que devons-nous faire à ce jour pour sauver la ville de Kinshasa? Il faudrait d'abord faire partie de M. Félix Tshisekedi. Et par la suite, prendre de bonnes décisions. C'est le même discours qui a été tenu contre Mobutu, Kabila Père. Oui, mais effectivement, parce qu'il y avait un problème de leadership. Lorsqu'il y a un problème de leadership, naturellement, ça, ce ne sont que des effets. Voyez-vous? Il fallait d'abord commencer à avoir un leader au niveau du pays. Et cela va nous permettre de bien orienter les choses. Parce que si vous prenez en termes de la charpente institutionnelle, vous allez vous rendre compte que l'État est pour beaucoup, ou le gouvernement central est pour beaucoup dans ce que nous vivons là. Premièrement, nous ne sommes pas arrivés à respecter le système de la fonctionnalité de l'État. Et cela fait que ça crée des chevauchements dans les actions et ça réduit même l'efficacité des actions publiques. Tenez, pour que nous arrivions à garantir la qualité des routes, nous devons d'abord mettre en place un système d'entretien. Nous avons créé Foner. Foner n'est pas géré par la ville de Kinshasa. Foner est géré par le gouvernement central. Qu'est-ce que nous faisons des ressources qui résultent des activités de Foner? Que faisons-nous en termes d'affectation? Deuxièmement, nous avons mis en place un mécanisme de financement de province. Ils ont des ressources exceptionnelles, des ressources propres, des ressources à caractère national. Fort malheureusement, en ce qui concerne les ressources à caractère national, il n'y a pas rétrocession. Ça aussi, c'est l'une des raisons. Les ressources propres ne sont pas bien gérées. Troisièmement, nous avons
mis sur pied la caisse de péréquation. Les provinces à problème peuvent recourir à cette caisse de péréquation justement pour arriver à financer l'entretien des routes et ainsi de suite. Depuis que M. Félix Tshisekedi est arrivé, il a eu à gérer 5 budgets. Le premier budget, 4 milliards 800 millions. Le second budget, c'était à 11 milliards, non, 10 milliards 900 millions. Le troisième budget, 6 milliards 800 millions. Le quatrième budget, 11 milliards. Le cinquième budget, 16 milliards. Et aujourd'hui, nous avons un autre budget de 16 milliards. Alors, si nous prenons en termes de capacité de mobilisation, ils prétendent avoir mobilisé 80, 70 et même 100%. Cela sous-entend que dans la caisse de péréquation, on devait déjà se retrouver avec 4 milliards ou 5 milliards de dollars qui pouvaient, dans une large mesure, soutenir le financement de budget d'investissement des provinces. Fort malheureusement, cela ne se fait pas. Au-delà de tout, la mégestion, la qualité des gens qui ont assumé des fonctions au niveau des institutions provinciales. Vous avez l'Assemblée provinciale. C'est pour la toute première fois de voir une Assemblée provinciale s'ériger en club d'amis, association, la dynamique de soutien d'un gouverneur. Dynamique Ngobila. Voilà. Ça démontre à suffisance qu'il y a eu corruption, il y a immoralité. Si les provinces pouvaient bien être gérées, naturellement, on pouvait aussi résoudre beaucoup de problèmes à ces niveaux-là. Au-delà de tout, la décentralisation n'est pas effective parce qu'il y a certaines routes qui relèvent de la compétence de communes qui sont des entités territoriales décentralisées. On n'en tient pas compte. On nous dit aujourd'hui qu'ils auraient organisé les élections pour se choisir le bourgmestre adjoint. Mais il faut que ces gens-là soient installés avec leurs échevins. Nous avons des conseils communaux qui doivent fonctionner. Nous n'arrivons pas à systématiser la gestion et c'est très grave. Et cela justifie dans une large mesure ce qu'il y a. Le dernier point, c'est la considération de ceux qui font le travail. Parce que si vous prenez tous ceux qui entretiennent nos routes, à Kinshasa, nous avons l'OVD, mais en réalité, on devait aussi avoir comment on l'appelle, la DVDA, voyez-vous, qui s'occupe des routes à intérêt provincial ou sinon le route des dessertes agricoles et le voie des dessertes agricoles. La ville de Kinshasa, en tant qu'une ville urbano-rurale, a aussi des routes des dessertes agricoles. Peut-être les gens n'en parlent, ou de voies des dessertes agricoles. Si la DVDA fonctionnait avec l'OVD et si nous mettons en place un mécanisme régulier de construction et d'entretien de routes, on allait avoir toutes les routes en bon état. Fort malheureusement, le leadership étant faible, parce que déjà M. Félix Tshisekedi, en tant que judiciaire en chef, pour lui, quand il y a des entrées, il est content. Et quand il y a des sorties, il faudrait que les sorties soient orientées vers ses intérêts. Très bien. Au lieu de construire la ville, nous construisons les soi-disant dirigeants. Vous évoquez la situation des routes à Kinshasa, mais il y a un méga projet qui a été mis en place, dénommé Kin Zero Trou. C'était justement pour nous éviter ces routes délabrées. Est-ce qu'à ce jour, on peut évaluer ces projets qui est exécuté d'après les ministres des ITPR à 87%? Est-ce que le président de la République, Sama Lukonde, qui est en train de partir, l'Assemblée nationale, peuvent se mettre autour d'une table afin d'évaluer ces projets qui a coûté des millions? Non, mais en réalité, avant de passer d'une législature à une autre, nous devons arriver à faire l'évaluation de la gouvernance. Et c'est sur base de ça qu'on va sanctionner, soit positivement ou négativement, ceux qui ont eu à assumer des fonctions. Chez nous, apparemment, chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement ou une nouvelle législature, on semble négliger les passifs et même les actifs de ce qu'il y a eu. Et c'est très grave. Vous savez, celui qui a évalué, soit c'est un ignorant, soit c'est un petit menteur, un petit menteur. Non, moi je parle de la personne qui a évalué. Soit c'est un menteur, un petit menteur. Non, mais c'est bien lui qui nous a dit que le projet a été exécuté à 87%. Non, laissez-moi parler. Allez-y. Soit c'est un petit menteur, soit c'est un ignorant. Si il a parlé de Kinshasa Zero Trou, cela sous-entend déjà l'appellation du programme ou du projet, sous-entend qu'on va réhabiliter
partiellement toutes les routes. Parce qu'on dit Kinshasa, zéro trou. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas sélectionner certaines routes. On devait prendre en charge toutes les routes. Or, déjà au départ, vous devez savoir que dans le fonctionnement de compétences, il y a des routes qui relèvent de la compétence exclusive du gouvernement provincial. Alors, comment peut-on mettre sur pied un programme ou un projet Kinshasa zéro trou au niveau du gouvernement central? Il fallait sauver la ville. La ville était dans un état de délabrement très avancé. Le gouvernement provincial était visiblement essoufflé, soit en panne de stratégie. Oui. Voilà pourquoi le Premier ministre est venu à la rescousse du gouverneur. Non, mais il n'est pas sérieux. Ce sont des gens arrêtés. Apparemment, il gère sa famille. Cher ami, la compétence étant d'attribution, vous n'avez pas le droit, vous, Premier ministre soit-il, de prendre l'argent de la République sans compétence, de l'affecter dans un domaine qui ne relève pas de votre compétence, et vous attendez à ce que moi, Alain Bolodjoa, que je vous applaudisse. C'est un monsieur arrêté. Non seulement qu'il n'avait pas compétence, mais il n'a pas mis sur pied un mécanisme de suivi et de contrôle de tout ce qu'il a fait. Et généralement, en gestion, on a 4 niveaux d'évaluation. Ce qu'on appelle l'évaluation ex ante, avant la mise en œuvre. C'est-à-dire que vous devez avoir une idée sur le coût du projet. Vous devez avoir l'idée sur le chronogramme. Vous devez avoir l'idée sur la responsabilité des uns et des autres, de tous les intervenants. Vous prenez l'argent de la République, vous donnez à vos amis et connaissances, sans faire une évaluation ex ante. La deuxième évaluation, c'est l'évaluation extemporée. C'est une évaluation qui s'est faite, c'est ce qu'on appelle l'évaluation à mi-parcours. Ça doit se faire de manière séquentielle et à chaque niveau, on doit arriver à évaluer. Il y a l'évaluation ex post, ce qui s'est fait après. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle l'évaluation finale. C'est-à-dire qu'ayant un chronogramme, à la fin du chronogramme, on fait l'évaluation. Après la fin du chronogramme, on évalue aussi l'impact de ce que l'on fait. Parce que la route n'est pas construite juste pour la beauté. Non. La route a un objectif, et généralement un objectif socio-économique. Alors, peut-il nous dire aujourd'hui, dans son fameux projet, que visait-il et qu'a-t-il obtenu? Parce que moi, tel que je suis là, je fais 2 heures pour arriver ici. 2 heures. Et attention, la situation est je n'ai pas fait plus de 17 km. J'ai quitté l'UPEN, jusqu'ici, j'ai fait pratiquement 2 heures. Et vous savez pourquoi? Parce que les routes sont en mauvais état. Alors, quand vous me parlez de Kin zéro trou, moi j'en ai vu plus d'1 million déjà. C'est-à-dire que c'est un groupe de gens, vous avez vu un groupe de bandits, plus d'1 million de trous. Un groupe de bandits qui veulent présenter une ville sans trou, alors qu'en réalité, il y en a plusieurs. Parce que si vous commencez déjà à partir des Lupin, l'essentiel de routes sont en mauvais état. Vous arrivez au niveau des Delvaux, vous longez l'avenue jusqu'au niveau de toute la ville. Alors voilà, c'est-à-dire que non seulement qu'ils n'ont pas réalisé ce qu'ils ont dit, mais ça n'a pas impacté. Alors qu'aujourd'hui, si on avait des routes en bon état, la circulation serait plus fluide. Tant bien même qu'il y a un problème de saturation. Fort malheureusement, pour faire 1 kilomètre, on peut faire 1 heure en 1 kilomètre. Exactement. Parce qu'il faut chaque fois chercher à dévier de trous de nid des poules, parce que justement, il n'y a pas de politique. Non seulement qu'ils n'avaient pas qualité, ils n'avaient pas compétence, mais l'argent est sorti. Alors, l'heure est au bilan, et je pense que le fameux ministre en charge de l'infrastructure, le premier ministre, l'initiateur du projet, le ministre en charge de finances, le ministre du budget doivent en réalité répondre de leurs responsabilités. Alors, qui va prendre ce courage de les interpeller tous? Moi. Les interpeller au niveau de la justice. Moi, je le condamne. Peut-être au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y aura des députés courageux capables d'exhumer tous ces dossiers? Question de sauver aussi la République. Parce que comment on peut défalquer comme ça plus de 80 millions pour un projet dit Kin zéro trou, alors que visiblement la ville n'a plus de route? Non, mais ils doivent être arrêtés. Parce que nous devons arrêter avec cette légèreté. Voyez-vous, les gens ne doivent pas penser qu'ils sont en train de gérer l'argent de leur famille. Même l'argent de la famille, il y a des normes, il y a des exigences. Je suis papa, je suis parent.
quand j'arrive avec l'argent à la maison, je ne fais pas ce que je veux. Je ne peux pas commencer à acheter les chips, le bonbon aux enfants alors qu'ils n'ont pas encore mangé. Même leur maman ne va pas accepter. C'est-à-dire que vous amenez l'argent, vous dites, ok, voilà, j'ai $1 ou $10, et qu'est-ce qu'on en fait? Non, voilà, priorité, on doit d'abord acheter les sandales pour l'autre là qui n'en a pas, on doit acheter à manger, on doit faire ceci. C'est-à-dire que même dans nos foyers, dans nos budgets de ménage, nous consultons l'essentiel des bénéficiaires. On ne peut pas prendre l'argent comme ça de la République, on fait sortir. Apparemment, les décaissements se font pour justifier les dépenses. Alors qu'en réalité, ce sont les dépenses qui justifient les décaissements. Exactement. Alors, on fait sortir l'argent, et après, qu'est-ce qu'on dit? Non, voilà, comme l'argent est déjà sorti, faisons semblant d'initier. Et là, il y a la responsabilité de toute la chaîne des dépenses. Est-ce que c'était dans le budget? Est-ce qu'on a dépensé, on a respecté la chaîne de la dépense? Est-ce qu'on a eu à faire l'évaluation du niveau d'exécution? Nicolas Ghazali vous a lâché déjà une phrase le week-end dernier lors de son émission sur Top Congo. Et par moment, il est obligé de recourir ailleurs pour régler certaines situations. Au niveau de la présidence, il y a des structures qui sont créées à temps et à contre-temps. Il a en quelque sorte chargé le président de ne pas respecter non, il n'a pas budgétaire. Non, mais n'atténuez pas ce qu'il a dit. Il vous dit que votre fils n'est pas suffisamment sérieux pour être à la tête du pays. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Je vous prends juste une cellule. Une cellule qui a été créée. Cellule pour le changement de mentalité. Citoyenneté, changement de mentalité. Vous savez, les personnels qui sont là, j'ai vu le décaissement qui a été effectué au niveau d'une banque. D'abord, ils font quoi? Non, mais ils font rien. Par moment, ils se transforment en conseillers, en roulage et tout ça. Peut-être vous ne le savez pas. Le coordonnateur de la structure coûte à la République $50 000. Ah bon? Ah, mais oui. Bon. Ceux qui viennent après lui, ils sont pratiquement dans le 45, 35, $30 000. Vous comprenez? Des gens qui ne servent à rien. Comment peut-on créer, multiplier des cellules au niveau de la présidence, alors qu'en réalité, on devait soutenir des structures qui sont constitutionnelles et statutaires? Tout ce qu'ils peuvent faire en termes de conscience de citoyenneté et consort. Il y a des départements qui sont censés conscientiser la population et qui manquent de financement. Pourquoi avoir créé cellule de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, cellule de promotion des investissements, alors qu'il y a un appui, cellule de tout ça. Ça, ce sont des structures et ils ont les statuts, fort malheureusement, de ministre d'État et de ministre foule. C'est quand même grave. Et on fait sortir l'argent. Mais c'est que ces messieurs ne vous a pas dit. Félix Sekedi n'est pas le seul criminel financier. Lui, il est pire que Félix Sekedi. Comment ça? Non, mais attendez. Est-ce que vous savez? Vous faites allusion à cette histoire des forages? Notamment. Mais il y en a plusieurs. Commençons d'abord par le jeu de la francophonie. Il dit le budget initial, c'était, je crois, 80 millions. Oui. Mais nous sommes arrivés à plus de 300 millions. Nous, là, c'est qui? Les Congolais. Vous avez participé à ça. C'est lui. C'est un piètre ministre en charge de finances. Je ne sais même pas pourquoi ce monsieur n'est pas arrêté. Parce que pour faire sortir l'argent, il y a pratiquement 6 étapes. C'est pas facile de faire sortir l'argent du compte du trésor. Et si nous avons eu un manuel, justement, comme guide, c'est pour que nous arrivions à nous rassurer que l'État est juridiquement engagé avant de décaisser l'argent. Mais il nous a dit qu'il est par moment obligé ou contraint d'aller puiser en dehors de la ligne budgétaire. Parce qu'il y a des cas d'urgence qui se présentent. Non, mais des cas d'urgence, qui doit établir ces cas d'urgence? Prenons l'exemple. La construction du centre financier. En quoi c'était urgent? On a fait sortir l'argent en mode urgence. En quoi c'était urgent? Les gens, par exemple, c'est payer les fonctionnaires, les militaires. Ah, c'est le 15 avril aujourd'hui. Ils ne sont toujours pas payés. Non, mais financer la guerre, ça c'est urgent. S'il y a des catastrophes, on peut comprendre c'est urgent. Parce que ce sont des impondérables qui devaient être pris en charge. Mais là, lorsqu'il a décaissé 330 millions de $, au lieu de 62 millions tel que prévu dans le budget initial, comment est-il arrivé à faire sortir l'argent? Et en mode d'urgence.
organiser le jeu de la francophonie, c'était urgent pour nous. C'est vrai ça? Vous prenez, il a eu à dépenser, à financer à 2 fois un projet de 940 000 $. Alors que pour décaisser l'argent, vous commencez par le ministère du budget, parce que nous avons, il y a une phase administrative qui vous prend pratiquement l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement, et après, vous avez les paiements qui doivent s'effectuer, et ça, c'est une approche purement comptable. Mais pour les 3 phases-là, il y a 2 ministères qui interviennent, il y a 2 directions qui interviennent, il y a 2 services qui interviennent. Pour que l'argent ne sorte de compte de trésor, on doit avoir le DTO, la direction de trésor et d'ordonnancement doit vérifier qu'effectivement l'État est engagé et que cette dépense-là est urgente et on doit faire sortir l'argent pour établir le OPI, le ordre de paiement informatisé. C'est-à-dire que la procédure pour faire sortir l'argent au regard de la norme ne pouvait pas permettre à un ministre de faire sortir l'argent 2 fois ou au-delà de lignes de crédit. Mais lui, il le fait. Consulte-t-il le sous-geste ou les gestionnaires de crédit? Non. Parce que quand il a un projet, si c'est son frère ou son cousin, il fait sortir l'argent et il cherche à régulariser par la suite. C'est un criminel, un monsieur qui devait être arrêté. Alors, fort malheureusement, s'il vous plaît, fort malheureusement, le fait seulement que sa famille considère qu'ils ont eu à soutenir la famille de Tshisekedi pendant qu'ils étaient en crise, il se donne le luxe de faire ce qu'il veut. Et ce que j'ai dit là, je l'ai entendu de l'un des membres de sa famille qui a tenté de m'intimider. Mais c'est quoi le rapport entre son présumé soutien à la famille Tshisekedi et la il est là pourquoi des finances publiques? Non, il est là pourquoi? Parce que sa famille a eu à soutenir la famille de Tshisekedi. En guise de récompense, voilà pourquoi il est là. Et j'ai appris que son papa était un professeur d'université. Il n'a pas le niveau de Tien Tshisekedi. Lui, il avait un niveau supérieur. Et quand ils étaient en manque, il le soutenait. Et même quand Félix Tshisekedi était en Europe, c'est l'autre, quand il travaillait au PNUD, qui le soutenait. Et c'est ça qui fait que on lui a attribué, on lui a donné les finances publiques. Je dois dire à M. Félix Tshisekedi, ce n'est pas l'argent de ton père, c'est l'argent de la République. Si vous ne respectez pas la norme, vous délinquez. Et attention, l'article 164, 165, 166, 167 sont suffisamment clairs dans leurs dispositions. Lorsque il y a malversation financière, lorsque vous participez dans la concussion, corruption, détournement, délit d'initié, nous pouvons vous traduire en justice et on vous arrête. Attention, on a peu de ressources, gérons-les rationnellement. Comment pouvez-vous expliquer? Vous dépensez l'argent, parce que l'argent détourné, pendant que Félix Tshisekedi est au pouvoir, dépasse largement 1,5 milliard de $. C'est quand même grave. On paie des dettes intérieures moyennant le rétro-commission. Et on exige aux gens 40, 50%. C'est pas normal. Alors, puisque Nicolas Kazadi voulait présenter comme piètre ministre des Finances... C'est un piètre en tout cas. Jusqu'à ce jour, nous sommes aujourd'hui le 15 avril, les fonctionnaires ne sont pas payés, les magistrats... Non, ils ne sont pas payés pour quel mois? Il faut préciser. Pour le mois de mars. Le mois de mars. Très bien, ils ne sont 45 jours après, ils ne sont pas payés. Alors, qu'est-ce que le président à son niveau doit faire pour réglementer cette situation? Non, lui, M. Félix, c'est qu'il... En attendant que la prochaine équipe gouvernementale... Attention, la fraude, la corruption, la concussion, le délit d'initié profite à Félix Tshisekedi. C'est lui qui est tiré de ficelle. Comment ça? Ah mais oui. Vous pensez que quand l'argent sort, il n'arrose pas la famille politique et biologique? Pensez-vous que tout ce qui s'est fait là, la famille ne profite pas? La famille en profite. Et personne ne peut nous rassurer ici que Félix Tshisekedi n'en profite pas. C'est que nous devons faire. Nous devons faire partie de ces messieurs. Monsieur Félix Tshisekedi et toute sa bande. Parce que tant qu'il sera là... Son mandat court encore, jusqu'en 2028. Non, mais on peut arrêter un président en fonction. Ne donnez pas l'impression comme si c'est un chèque en blanc, il ne peut pas être poursuivi.
quand vous n'arrivez pas à payer au personnel qui travaille pour le compte de l'État l'argent, mais nous apprenons chaque jour des scandales. On fait sortir l'argent justement pour couvrir certains décaissements. On fait semblant d'effectuer des dépenses pour couvrir certaines dépenses. Et nous pensons que nous devons arriver à arrêter cette hémorragie. D'abord, il faut faire partie, M. Félix Tshisekedi, sur le pied de l'article 104 et l'article 165 et 166 de notre Constitution. Lorsque nous aurons un président sérieux, on va respecter la chaîne de dépenses. Est-ce que la première ministre Judith Tuluka, qui consulte déjà la classe politique pour sortir son équipe gouvernementale, sera en mesure de gérer des ministres comme Nicolas Kazadi, qui nous a donné l'impression de ne dépendre que du président? Même le premier ministre Sama, on ne l'a jamais vu sanctionner Nicolas Kazadi en dépit de tout ce qui a été enregistré comme bavure au niveau du ministère des Finances. Non, mais le problème, c'est que Nicolas Kazadi ne dépend pas de Félix Tshisekedi. Nicolas Kazadi a un pouvoir parallèle à celui de Félix Tshisekedi. Il ne dépend pas de Félix Tshisekedi. Comment ça? Non, mais il ne dépend pas. Le ministre des Finances va avoir un pouvoir parallèle. Non, mais c'est ça le côté atypique de l'État congolais. Il y a plusieurs sources de pouvoir. C'est vrai qu'il a été effectivement nommé par ordonnance, mais ce qu'il fait va au-delà de compétences d'un président et même d'un ministre. Comment le Premier ministre peut être surpris d'un projet qui s'exécute pendant qu'il est là? Vous savez, quand ils ont commencé avec le centre financier, votre Premier ministre ne savait même pas. Ah bon? Ah mais oui, il ne savait pas parce que c'était même pas débattu en Conseil des ministres. Je me souviens lorsque le ministre en charge des Finances était interpellé au niveau du Parlement. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'une des raisons qui ont fait que Ntingi Poulou ne soit pas repris sur la liste des élus. Voyez-vous? Ils ont démontré que le projet n'était pas dans le budget. Il a fait sortir 30 millions de dollars et après ils ont appris par la suite qu'il avait ajouté encore 80 millions pour faire 90 millions pour faire au total 120 millions de dollars. Et tout le monde pensait que ces bâtiments appartenaient totalement à l'État. C'est par la suite qu'ils ont appris qu'il y a eu, dans le cadre de partenariat public-privé, il y a eu l'apport étranger avec les Turcs. Ça avoisine dans le 358 millions de dollars. Même au-delà, ces bâtiments-là n'appartiennent pas à l'État. Ça va appartenir à l'État après 40 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il fait sortir l'argent et lorsque les autres voulaient réagir, il dit non, voilà, le ministère des Finances est locataire et donc nous devons lui donner un bâtiment et personne n'avait à l'idée qu'on allait avoir une telle structure. 30 millions de dollars, on pouvait construire un bâtiment comme ce qu'il y a, l'immeuble dit intelligent. Parce que c'était construit à 22 millions de dollars. 30 millions de dollars, on peut avoir deux bâtiments. Vous voyez les bâtiments qu'il y a à côté, du côté droite, si vous allez vers Kitambo, au niveau de Batete là, c'était à 14 millions de dollars. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des bâtiments comme ça. Pourquoi construire un bâtiment pour loger la DGDA? La DGDA n'a pas de problème de siège. La DGI non plus. Quel est ce ministère? Le ministère des Finances et de Budget et de OG déjà. Alors pourquoi avoir décaissé en ces moments précis autant d'argent? C'est-à-dire que vous comprenez que M. Félix Tshisekedi ne gère pas ces messieurs. Alors, la dame, la chef du gouvernement n'est pas différente. Elle au moins, elle est assujettie aux ordres ou à la philosophie de Félix Tshisekedi. Mais elle n'a pas la capacité d'orienter les choses. Parce qu'elle est là par récompense. On l'a récompensée. La récompense? Non, mais effectivement, elle a des relations avec la famille. Mais elle est présentée. Elle est présentée comme une dame qui a fait des bonnes études. Non, mais Nicolas Kazadi aussi. Bonnes études et conscience, ce n'est pas la même chose. Dans la nomination de Mme Judith Tuluka ne répond pas aux critères ou profils établis par le chef de l'État. Non, vous parlez quel chef de l'État? Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de chef. Il y a un président de fait qui est Félix Tshisekedi. Je tiens à vous dire, si nous scriptons la gouvernance de cette dame au ministère du Plan, que je connais assez bien, elle devait aussi être arrêtée.
Pour avoir fait quoi? Non, mais elle a tué le militaire. Elle n'a pas su bien piloter le fameux programme de 145 territoires. Attention, il y a des détournements énormes que personne n'arrivera à démontrer dès lors que l'État ne voudra pas mettre en lumière cette réalité. L'échec de ces projets a commencé avec Christian Mwando, selon ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Non, mais l'échec de ces projets a commencé avec Christian Mwando. Combien a-t-il été décaissé? Combien, lui, a-t-il décaissé avant qu'il ne parte? L'échec du projet, oui, parce qu'il y a eu un problème de conception. Ils ont mal conçu ces projets en violation de plusieurs dispositions de la Constitution et même de la LOFIP et de la loi portant fixation de principes fondamentaux, libre administration de province, la loi portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées, la loi portant création, organisation et fonctionnement de la caisse des péréquations. Il y a plusieurs lois qui ont été violées. Mais la conception a été faite. Quand est-ce qu'ils ont commencé à décaisser l'argent? Parce que la dame vous dit, ils ont décaissé la totalité de la somme. Cela sous-entend qu'ils ont eu à décaisser 1,660 milliard de dollars. Et c'était prévu pour chaque territoire 10 millions de dollars. Je prends le cas de chez moi. Je suis ressortissant du territoire d'Ingende. 17 000 km². Ils prétendent avoir construit 6 bâtiments, 4 écoles, un bâtiment administratif et un centre de santé que personne n'a vu. Ça fait 6. Selon le coût estimatif que eux-mêmes ont eu à présenter, c'est à 120 000 dollars le bâtiment. Nous sommes dans les 720 000. Le reste d'argent, quand il fait de ça? 720 000. Ça veut dire que nous ne sommes pas arrivés à consommer 10% de l'enveloppe globale. Comment il y a eu passation de marché? Qui a fait le contre-expertise en termes de coût? Parce que je ne pense pas qu'on peut construire une école de 6 salles de classe et un bureau à 120 000 dollars. Parce que nous, quand nous gagnons de marché du PNUD ou de la Banque mondiale surtout, on nous paye 8 500 dollars par salle de classe. Vous avez construit 7 salles de classe à 120 000 dollars. Cher ami, si nous étions dans un pays sérieux, M. Félix Tshisekedi, la dame qui est chargée du plan, le Premier ministre, le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'ITPR, apparemment je risque de citer tout le monde, devrait en réalité être arrêté. Fort malheureusement, nous sommes complaisants dans nos évaluations et nous leur donnons le temps de venir nous ressasser du n'importe quoi. Parce que nous constatons tous que l'argent était détourné. Vous n'accordez aucune chance à Mme Judith Tuluka comme Premier ministre. Non, mais cher ami, nous ne sommes pas dans un jeu d'hasard. Vital Kamerhe nous dit, la dame est compétente, la dame a un bagage, la dame maîtrise la situation. Et si on la laisse gérer sans beaucoup d'interférences, elle va réussir son mandat comme Premier ministre. Non, mais vous n'avez pas senti la subtilité dans son message? Comment ça? Elle vous dit qu'elle a des aptitudes, c'est-à-dire sur le plan scientifique, elle a des aptitudes. Là, c'est incontestable parce qu'on nous dit qu'elle aurait fait l'économie appliquée. Voyez-vous? Elle est certainement intelligente, elle a des aptitudes, mais on doit lui laisser la chance. On doit éviter qu'il y ait des interférences. Qui va interférer? C'est pas nous. Il parle de quelqu'un, de la personne qu'il a nommée, parce que je ne pense pas qu'on peut interférer aux fonctions du Premier ministre par un ministre ou un vice-ministre ou un membre de famille. Certainement des gens qui sont au-dessus de lui. C'est-à-dire que Kamerhe vous dit, Monsieur Félix Tshisekedi, vous venez de nommer une dame à la tête du gouvernement, laissez-la travailler. C'est ce qu'elle vous dit. Et qui doit interférer? C'est lui. Or, Monsieur Félix Tshisekedi vit dans une sorte de dichotomie. Il est président de la République, il est chef de clan. Vous comprenez? En tant que président de la République, il peut s'abstenir. Mais en tant que chef de clan, il ne peut pas. Parce qu'il y a plusieurs forces centripètes qui vont empêcher à ce que la dame exerce sa fonction. C'est ce qui a fait que Sama Lukonde échoue lamentablement. Parce qu'il y avait un gouvernement parallèle. Des gens qui prenaient des décisions sans apparaître dans les ordonnances.
Mais le gouvernement parallèle a toujours existé, même sous Kabila, on l'avait décrié, mais ça n'avait pas empêché... Kabila n'est pas un modèle. Ça n'avait pas empêché à Matata de poser quand même... Non, mais attention. Ou de réaliser... Les cas de Matata, c'est un cas atypique. Pourquoi vous ne prenez que Matata? Kabila a connu 4 premiers ministres. Je dirais même 5. Pourquoi vous prenez les cas de Matata? Vous savez ce qui s'est passé avec Matata? Kabila avait ras-le-bol de AMP. Il a pris Matata en dehors du circuit de AMP. Lorsqu'ils ont créé MP, Matata n'était pas membre d'un parti politique. Exact. Matata est pris comme expert du NUD. On l'a pris parce que c'est lui qui avait géré les histoires de la Banque mondiale avec le bureau, le BCECO. On l'a pris. C'est après qu'il a adhéré au PPRD pour protéger son pouvoir. C'est-à-dire que Matata était un électron libre. Il ne dépendait pas de la classe politique. Ce n'est pas le cas avec la dame. La dame dépend de la famille biologique. De la famille biologique. Ah, mais oui, mais vous pensez qu'elle est là pourquoi et comment? Non, mais elle est là parce qu'elle a des compétences. Parce mais vous pensez qu'elle est la seule à avoir des compétences? Elle a le profil, elle a répondu. Elle était membre de quel parti avant qu'elle soit nommée? Elle a adhéré à l'IDPS il n'y a pas longtemps. Ah bon? Ah, mais oui. Même en étant ministre du Plan, elle n'était pas membre. Non, mais elle est devenue membre parce qu'il y avait opportunité d'affaires, opportunité de fonction. Elle a travaillé avec Kabila, non? Ah, voilà. Alors après, elle est gérée par qui? Elle est gérée par la famille. C'est la famille qui l'a proposée. Parce qu'elle a des liens avec la famille Tshisekedi et surtout avec la tante de Félix Tshisekedi qui habitait Mongafula. Non, mais elle est la seule, elle est de mon quartier. Hein? Elle est de mon quartier. Je suis supposé chercher à... Je suis condamné à chercher à bien la connaître. Est-ce que la dame aura les mains libres pour composer son équipe gouvernementale? Non. Non. Déjà, au regard du contexte, ce n'est pas elle qui décide sur la désignation de personnes qui doivent assumer les fonctions. Ce n'est pas elle. C'est la coalition. Les règlements politiques déposent déjà les listes des ministrables. Ben, voilà. 3 noms par ministère. Peut-elle prendre en dehors de ces 3 noms? Et pourquoi pas? Non. C'est elle la chef du gouvernement? Non, mais elle est chef au regard des dispositions de la Constitution. Mais elle n'est pas chef au regard de la conjoncture politique. Parce que déjà là, Félix Tshisekedi a triché en la prenant, en faisant d'elle Premier ministre. En réalité, la fonction... Il a triché comment? La fonction du Premier ministre revient à la majorité parlementaire. C'est vrai que c'est lui qui est présenté comme le chef de la majorité parlementaire. Mais il a nommé la dame en tant que président de la République. Il n'a pas consulté cette majorité parlementaire. Voilà pourquoi il y a des frustrations. Très bien. Et donc vous comprenez déjà que tout augure son échec. Non seulement qu'elle n'a pas de main propre, elle n'est pas saine du fait d'avoir mal géré le ministère du Plan, qui est un giga ministère de conception. Mais pourquoi êtes-vous si pessimiste quant à la réussite de cette dame? Non, mais elle a déjà réussi où? J'avais même lu un tweet de Prince Epenge qui disait Judith Tuluka, c'est la version féminine de Samaloukonde. Ah, mais oui, il a bien dit. C'est ce que j'ai tenté de vous dire aussi. Il a bien dit. Félix Tshisekedi ne voulait pas avoir quelqu'un qui pourrait le faire ombrage. Félix Tshisekedi a besoin de quelqu'un qui protège leur pouvoir de la famille. Alors, comme nous ne pouvons pas choisir au niveau de la famille, peut-être il y a un problème de carence de qualité, ils ont recouru à l'ami de la famille. Parce que la maman de votre Premier ministre et la tante de votre Premier ministre, notre Premier ministre, et la tante de Félix Tshisekedi qui habitait Mongafula ont des liens. On va terminer cette émission. Le cardinal Fridolin Ambongo a été empêché d'accéder au salon VIP de l'aéroport international d'Ndjili. Ce n'est pas grave. Comment ça? Ce n'est pas grave. Le salon VIP, oui, mais ce n'est pas grave. Il a voyagé, oui ou non? Il a voyagé finalement. Non, c'est un bagarreur, il ne doit pas commencer à Est-ce que c'était opportun de l'empêcher parce qu'il a déjà l'habitude de fréquenter ça c'est une autre question. Ce salon diplomatique? C'était quoi l'opportunité? Non, mais l'opportunité... de cet établissement? Non, mais attendez. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a un pouvoir parallèle. Il y a des gens de fous du roi, des gens qui sont zélés, qui par moment, profitant de leur positionnement,
et cherchant à plaire ou sinon à se venger contre ceux qui ont d'autres visions que celles partagées par Félix Tshisekedi, c'est ce qu'ils font. Vous serez peut-être surpris d'apprendre la haute hiérarchie qui a décidé de saisir mon passeport. C'était M. Félix Tshisekedi. Mais je suis sûr et convaincu. On vous a jamais... Non, la haute hiérarchie dont on parle, c'était Félix Tshisekedi. Mais vous serez surpris d'apprendre demain qu'ils ne savaient même pas qu'on avait saisi mon passeport. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a des fous comme ça qui appellent, non, chef Arabi Kanga Moutouana passeport. Tu vois, le fait seulement qu'il n'y a pas un mécanisme de vérification, la personne exécute. Ces fous-là qui vont amener Félix Tshisekedi à la mort politique et même à la mort physique. Parce qu'ils prennent par moments de posture. Pas la mort physique. Non, mais attention. Il n'y a que Dieu qui peut décider sur le sort à réserver à quelqu'un. Dieu. Et vous pensez que Dieu va interdire qu'il y ait un coup d'État? Pourquoi pas? Non, mais attendez. Mais Laurent Désiré Kabila a aussi été croyant. Si vous ne maîtrisez pas votre ceinture, ça vous expose à la mort. Ça, c'est un conseil gratuit. Il faut éviter d'avoir des gens qui sont trop zélés. Il faut le maîtriser. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Papa Simon Kimba Nkiangan voulait traverser au Congo-Brazzaville, il a été humilié de la même sorte. Mais Félix Tshisekedi ne savait pas. Il a été surpris d'apprendre ça par les médias. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé d'aller demander pardon. C'est lui qui porte la responsabilité, mais ce n'est pas lui qui a posé l'acte. Justement parce qu'il a beaucoup de légèreté dans sa gestion. Il laisse certaines personnes poser des actes en son nom. Et ça, c'est très grave. Ce qu'ils ont fait au cardinal, le chrétien a vu. Les chrétiens catholiques ne sont pas contents. Ils vont réagir. Qui va gagner? Mais finalement, qu'est-ce que cet aéroport est devenu? Où on arrête des gens, on confisque des passeports, on peut débarquer des gens. Non, mais on a donné la responsabilité aux voyous. Des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir de tout faire. Fort malheureusement. Est-ce que c'est l'homélie du cardinal dite lors de la messe de la Pâque, qui a dérangé le pouvoir? Parce que les porte-parole du gouvernement avaient même invité le cardinal à clarifier ses propos. Est-ce que c'est cette homélie qui dérange le pouvoir au point d'humilier pratiquement le cardinal? Non, mais le problème c'est qu'ils sont trop émotifs. Ils vivent dans les sentiments, dans les émotions. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, ce sont des gens qui sont mal éduqués. Voyez-vous? Je ne suis pas de l'église catholique. Je ne suis pas musulman. Je ne suis pas église kimbangiste. Dès lors que je sais qu'il y a des gens qui respectent Papa Simon Kimba Nkiangan, je ne peux pas passer à la télé, commencer à les dénigrer, à parler du mal de lui. Vous touchez quelque chose qui est très sensible. Exactement. Alors, il suffisait seulement d'avoir des gens intelligents. La grande difficulté de M. Félix, c'est que son parti n'avait pas un personnel de qualité. Ils ont recruté les résidus de la société. Ils leur ont donné des responsabilités. C'est-à-dire qu'ils sont tellement émotifs, ils sont capables même de tuer. Voyez-vous? Or, là, nous sommes au niveau de frontières, c'est la porte d'entrée et sortie de la République. On doit prendre des gens de qualité. Des gens intelligents, des gens qui ont un tempérament un peu calme, des gens qui s'y connaissent, qui connaissent le droit des uns et des autres. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en cherchant à humilier le cardinal? Ils n'ont rien gagné. Mais la personne peut-être se dit, non, voilà, non, Olaxa cardinal était à ceinture noire. 13e dan. C'est vous qui perdez. Et c'est bien pour la République aussi. Merci beaucoup Alain Bolodjo. On a terminé cette émission en 30 secondes. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de votre passage aujourd'hui? Bon, moi je pense que M. Félix Tshisekedi n'a pas la qualité nécessaire pour être président. Et il s'entoure de gens qui veulent s'engraisser. Et je pense que c'est très dangereux. Non seulement que lui-même pose des actes, par moments il réfléchit, mais ceux qui prétendent l'accompagner sont pires que lui. C'est la population qui en pâtit. Merci beaucoup. En tout cas, rien ne va. Rien ne va. On a un problème d'électricité, un problème d'eau, un problème de sécurité. Même les gardes du corps du président peuvent être abattus. Il y a tous ces éléments-là prouvent à suffisance que le monsieur ne mérite pas être là. Alors, ce que je peux vous proposer,
c'est enclencher l'article 104. Le faire partir au plus vite avant que cela ne soit trop tard. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons. Grand merci à vous pour votre disponibilité. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette émission et mention spéciale à Galvani Bato Bayala qui commémore ses 15 avril, sa nativité. Joyeux anniversaire à vous, santé, prospérité, bonheur et longévité. À vous tous, merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir, bonne suite des programmes sur nos antennes.